Très heureux de vous retrouver nombreux pour suivre cette interview. Nous sommes venus voir Madame la ministre de l'économie pour en savoir un peu plus. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Sitôt nommé, nous avons introduit notre demande d'interview qui n'a pas été acceptée. Et puis est venue la Covid qui ne nous a pas permis de... Et voilà que nous vous rencontrons, disons, presque au sortir. Je vous explique pourquoi nous voulions vous interviewer. C'est parce que, ayant suivi un peu votre cursus d'études du primaire au secondaire à l'université, nous avons appris que vous étiez parmi les meilleures étudiantes, les meilleurs élèves. Nous voulions que les jeunes qui manquent de repères aujourd'hui puissent vous prendre en modèle. Voilà tout simplement ce que nous voulions, pourquoi nous vous avons chassé, permettez-moi l'expression, nous vous avons talonné, nous voulions vraiment recueillir vos informations. Madame, qui êtes-vous? En fait, c'est pas toujours commode de parler de soi. Généralement, on a toujours tendance à écouter. Déjà, nous savons que vous étiez bonne élève. Nous savons que vous étiez bonne étudiante. C'est déjà beaucoup? C'est déjà beaucoup. Je suis Akassia Bandobola, Mbongo. Je suis digne fille de ce pays. Je suis économiste de formation. J'ai un bac plus 6 en administration des affaires et sciences économiques. J'ai fait mes études humanitaires au lycée Molière, où j'étais parmi les lauréats. J'ai fini l'université avec mention brio. Donc j'ai été retenue d'office assistante à l'université. Donc j'étais une bonne élève qui était très assidue à l'école, à l'université. J'interagissais avec mes professeurs. La plupart, d'ailleurs quand j'ai été nommée, le professeur Boabo Kayembe a témoigné parce qu'il me connaissait personnellement. On échangeait, on débattait très souvent pendant le cours. Donc je suis quelqu'un de très engagé, de très assidu, surtout pendant que j'étais encore à l'école. Ceux qui doivent suivre votre exemple, qu'est-ce qu'elles devraient faire? Parce que je pense particulièrement aux jeunes filles. En effet, la vie, il faut avoir des déterminations, il faut avoir des objectifs. Tout simplement être studieuse pour les jeunes filles que je voudrais conseiller, aimer les études, avoir des ambitions, être assidue, écouter les parents et surtout être dans l'abnégation dans ce que l'on fait, travailler avec un objectif qu'après l'université, que l'on soit cette jeunesse qui prendra le relais et que c'est finalement l'avenir de demain, la jeunesse. C'est eux qui finalement vont gérer les affaires de l'État dans les années qui viennent. Donc moi j'étais une bonne élève, j'étais une bonne étudiante et après j'ai eu des engagements politiques, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis ce que je suis. Est-ce que vous rêviez à ce que vous êtes devenu? Est-ce que c'était un rêve de vivre dans ce qu'on appelle vulgairement ici les d'en haut, d'en haut? Non, un rêve peut-être pas, mais un objectif. Parce que moi, pour moi, je dis la politique, c'est un sacerdoce. La politique, c'est un apostolat. Pour moi, servir les autres doit être un modèle en politique. Donc, je rêvais de voir les choses changer dans mon pays, que l'on puisse en finir avec le paradoxe d'un pays riche, avec des habitants pauvres. Et pour moi, c'était l'occasion de faire de la politique pour changer les paradigmes. Donc, pour moi, ce n'était pas un rêve, mais plutôt un objectif, une vision. Et cette vision s'est matérialisée par mon engagement politique. Là, vous êtes engagé très tôt en politique. C'est assez rare quand même que les jeunes filles très très jeunes se lancent en politique. Qu'est-ce qui est arrivé? Comme je dis, une vision, un sacerdoce, un apostolat, c'est quelque chose que vous sentez en vous. Donc j'ai senti ça depuis très jeune. Moi j'ai adhéré dans un parti politique à l'époque, je n'étais même pas majeure, je crois que c'était en 97-98. J'étais dans le rouage politique. Et après que le pays ait passé des accords globaux et inclusifs, nous sommes allés aux élections en 2006. Moi j'ai été parmi les jeunes qui ont postulé comme député dans ce pays, dans la circonscription de la Funa. Et donc c'est quelque chose qui est en moi, servir les autres, faire du bien autour de moi.
Parce que la politique, lorsqu'on va en politique, on part pour servir et non se servir. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est en moi et qui n'a fait que se matérialiser. Ce que vous venez de dire suscite une question que je vous poserai vers la fin, puisque ce n'est pas une question très gaie. Nous sommes au ministère de l'économie. Je crois que les téléspectateurs auraient bien voulu savoir ce que ça veut dire, hein, parce que c'est tout et n'importe quoi. Le ministère de l'économie est une chose et l'économie en est une autre. L'économie, c'est les comportements des agents économiques pris globalement. Et dans l'économie, nous avons deux compartiments. Il y a la macroéconomie et la microéconomie. Dans la macroéconomie, c'est l'ensemble des théories qui étudient les agrégats macroéconomiques, entre autres le taux d'échange, l'inflation, déflation, le PIB, ainsi de suite. Et la microéconomie, évidemment, c'est une science qui étudie les comportements des agents économiques pris individuellement. Nous avons là les comportements des ménages, des entreprises, les individus, etc. Maintenant, tout ça constitue l'économie dans son ensemble. Donc l'économie, c'est l'industrie, l'économie, c'est la pêche élevage, l'économie c'est l'agriculture, l'économie c'est les infrastructures, l'économie c'est la santé, l'économie c'est le développement rural, l'économie c'est le commerce extérieur, l'économie c'est l'ensemble de l'activité économique d'une nation. Le ministère de l'économie nationale est maintenant géré, ou son plan d'action, ou son champ d'action est cristallisé dans l'ordonnance du chef de l'État, l'ordonnance numéro 20/017 du 27 mars 2020, portant fixation des attributions du ministère. Et là, dans le ministère de l'économie, il y a les attributions, les champs d'action de notre ministère. Maintenant, si je vais résumer les champs d'action du ministère de l'économie, c'est que nous sommes un ministère régulateur. Dans des termes simples, je veux dire, nous sommes des auditeurs de l'activité économique de notre pays. L'économie de notre pays a connu beaucoup de chocs, exogènes comme endogènes, qui ont finalement concouru à l'effritement de son tissu économique. Mais il faut dire qu'en même temps, depuis les années 1973, pendant la zaïrisation et jusqu'à aujourd'hui, comme j'avais dit, qu'il n'y a pas de politique efficace, n'est-ce pas, qui ont concouru à ce que notre économie puisse sortir du marasme. C'est tout à fait légitime que les gens veulent le changement au lendemain de la prise du pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est tout à fait légitime. Mais l'économie de notre pays, absolument, il faut le dire, il faut l'avouer, que c'est une économie assez fragile. C'est une économie qui est tournée vers l'extérieur. Mais maintenant, il faudrait, c'est l'ambition d'ailleurs et la vision du chef de l'État, de pouvoir créer une économie moderne, une économie basée sur la production locale. Et c'est ça le cheval de bataille finalement de sa vision politique, de sa vision économique de notre pays. Donc pour la petite histoire, évidemment, nous devons le reconnaître que les politiques mises en place par les administrations précédentes en 20 ans de gestion n'ont pas relevé les niveaux de notre économie. En même temps, il faut aussi dire que la vision du gouvernement qui était plutôt centrée sur le peuple d'abord, sur le fait de relever les niveaux de l'économie du pays, nous devons maintenant finalement changer de paradigme et mettre en place des politiques structurelles et des politiques conjoncturelles. La Covid-19 n'ayant pas aidé finalement à concrétiser ces politiques à court, à moyen et à long terme. Et 2 ans, c'est vraiment peu pour mettre les jalons d'une administration ou d'une économie qui a été en berne depuis plusieurs décennies. Et vous êtes sûr que n'eût été le Covid, vous serez arrivé à un niveau plus appréciable? La Covid n'a pas aidé évidemment l'expansion de l'économie. Et même les économies les plus fortes n'ont pas su résister à cette pandémie de la Covid-19. Donc moi, ce que je voudrais dire tout simplement, il est temps, n'est-ce pas, parce que l'économie, ce n'est pas par bâton magique qu'on change les choses. Ce n'est pas le lendemain que tout va changer. Il faudrait mettre en place maintenant des politiques structurelles, n'est-ce pas, qui puissent relever, n'est-ce pas, les niveaux de l'économie nationale de manière globale. Et des politiques structurelles, ce ne sont pas des politiques dont les effets se font sentir le lendemain. Ce sont des politiques à moyen et à long terme. Et les moyens termes en économie, c'est au-delà de 3 ans. Et les longs termes en économie, c'est au-delà de 5 ans. Donc maintenant, il faudrait changer de paradigme et mettre en place des politiques fortes, tirées de l'essence du passé, des politiques économiques qui n'ont pas produit des effets escomptés, et même maintenant mettre en place des politiques fortes pour relever les niveaux de notre économie nationale. Et pour cela, il faudrait peut-être
qu'on laisse le Covid ou la Covid passer? Avec la Covid, c'est possible? Avec la Covid, les gouvernements, les économies du monde les plus fortes n'ont pas résisté. Donc il faudrait attendre il faudrait déjà avancer avec la Covid, avec des mesures conjoncturelles, tout en se projetant dans le futur avec des mesures structurelles. Les mesures structurelles sont cristallisées dans le programme du gouvernement. Donc ça, ce sont des mesures à moyen terme. Mais à court terme, puisque nous sommes en train de vivre les effets néfastes de la pandémie de la Covid-19 sur l'économie, nous devons plutôt mettre en place, n'est-ce pas, des mesures conjoncturelles, ce qui avait été mis en place. Pendant la période de la Covid-19, le gouvernement a pris des mesures conjoncturelles, mais aussi structurelles. La Covid-19 étant une conjoncture sanitaire qui a eu de l'impact sur les sociales, sur l'économie du monde, le gouvernement a pris des mesures structurelles et conjoncturelles. Les mesures conjoncturelles, c'était des mesures directes sur l'économie qui avaient un impact pour soutenir l'offre et aussi soutenir la demande. Dans ces mesures-là, je peux vous citer la première mesure prise par le gouvernement, c'était que le gouvernement avait disponibilisé un fonds de 10 millions de dollars pour soutenir les entreprises en difficulté pendant la Covid-19 et avec un taux d'intérêt zéro. La deuxième mesure, c'est la neutralisation de la taxe sur la valeur ajoutée des produits de première nécessité. La troisième mesure prise par le gouvernement, c'est la suspension de la taxe provinciale sur les produits agricoles. La quatrième mesure, c'était la baisse du prix des produits pétroliers à la pompe. Ça aussi, c'était une mesure directe sur l'économie, sur le pouvoir d'achat de la population. Une autre mesure, c'était la subvention par l'État de l'ONG Codidis qui avait comme mission d'approvisionner la ville-province de Kinshasa, qui était en ce moment-là, la ville de Kinshasa, l'épicentre du coronavirus. Donc il fallait que la ville soit approvisionnée de produits provenant du Congo central ainsi que de l'ex-Bandundu. Donc, et la dernière mesure, je vous dirais que la liste n'est pas exhaustive. La dernière mesure, c'est la suppression des barrières sur les routes de dessertes agricoles. Voilà là des mesures conjoncturelles prises par le gouvernement pour atténuer l'impact de la Covid-19. Mais au-delà de ces mesures directes, il y avait eu aussi des mesures qui étaient cristallisées par le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation de l'impact de la Covid-19 sur l'économie, programme qui avait été piloté par les ministères du Plan. Oui, on a observé quand même que le prix à la pompe du carburant, je parle de l'essence, et autour de 1985, alors que, disons, l'inflation ou le change est au-delà. C'est quoi ça? Sur le produit pétrolier, évidemment des efforts ont été consentis au niveau du ministère de l'économie et ça fait partie maintenant de notre champ d'action. C'est la gestion, n'est-ce pas, de produits pétroliers, de la structure des produits pétroliers. Il y a un travail efficace, mélanger les technicités qui avaient été faites pour juguler justement le prix à la pompe. Parce que vous savez, il y a 3 éléments essentiels, n'est-ce pas, qui déterminent les prix à la pompe des produits pétroliers. Il y a, à part bien sûr certains autres éléments endogènes, entre autres le champ d'exploitation, des SOCOM, des sociétés commerciales. Mais il y a 3 éléments essentiels. La première chose, ou le premier élément, c'est le PMF, les prix moyens frontières, qui est déterminé sur le plan international. Il y a les taux d'échange, ainsi que le volume de mise en consommation. Alors, dans la structure de prix, les prix des produits pétroliers, carburants, essence comme gazole, le taux d'échange s'est élevé à 1515 francs, cristallisé à 1515, parce que ce n'était pas les taux finalement officiels, c'était un taux cristallisé pour permettre à ce que la population ait accès à un prix compétitif des produits pétroliers. Donc les taux cristallisés de 1515 avec un volume de mise en consommation de 30 000 et avec un PMF assez élevé faisaient en sorte que le prix que vous payez était de 1245 francs. Lorsque nous sommes arrivés au ministère de l'économie, comme je dis tantôt, avec la technicité mélangée d'une certaine rigueur dans la gestion orthodoxe de la chose publique, nous avons baissé les prix du carburant de 2240 à 1995 francs. Et ça, depuis plus de 20 ans dans ce pays, une baisse aussi significative n'a jamais eu lieu. Et tout ça, c'était parce que nous avons
instauré au ministère de l'économie une politique de mutualisation de volume. Donc, tous les deux éléments, c'est-à-dire le PMF ainsi que le taux d'échange qui était à la hausse, qui favorisait déjà l'augmentation de prix à la pompe, concouraient à ce que l'on puisse avoir un taux, finalement, un prix à 3 000 francs par exemple. Mais nous avons travaillé avec beaucoup de rigueur, beaucoup de technicité sur le volume des mises en consommation. Lorsque le volume des mises en consommation a augmenté, nous avons vu également juguler le produit à la pompe, ce qui nous a donné les prix de 1 995 francs. En tout cas, c'est une rigueur et aussi une gestion orthodoxe de la structure des prix des produits pétroliers. Les spécialistes se retrouveront parce que dans ce malasque, on a malaxé les chiffres. Donc ça veut dire tout simplement qu'à l'époque, les Congolais achetaient les produits pétroliers à 2240 francs avec un taux cristallisé de 1515 qui équivaut à, si on fait un calcul rapide, qui équivaut à peu près à 1,45 $, 1,50 $ les litres. Maintenant, avec un taux presque de 2000 francs et avec un volume de mise en consommation de 53 000, parce que ça a été doublé, mais aussi avec un PMF connu de niveau international, nous avons un prix de 1995 francs, ce qui fait à peu près 0,98 $ les litres. Donc, on n'est même pas à 1 $ les litres. Et ça, ce sont des efforts considérables que le gouvernement, que le ministère de l'économie a déployé pour avoir ces prix à la pompe. Madame, une question un peu gênante. Pensez-vous franchement que c'est votre tournée en province, on vous a vu à Lubumbashi, à Kolwezi, qui a fait que la spéculation ne s'est pas beaucoup fait entendre à la fin de l'année pendant les fêtes? Bon, nous avons travaillé là-dessus. En amont, nous avons travaillé parce que c'est un travail, c'est pas un fait de hasard. C'est un travail en amont, un travail en coulisses qui donne finalement des effets escomptés. En fait, nous avons redynamisé, pendant que nous avons géré les ministères de l'économie, nous avons redynamisé les comités de suivi des prix des produits de première nécessité. C'est un cadre permanent de concertation entre le gouvernement, représenté par le ministère de l'économie et d'autres services de l'État, et les sociétés privées, les sociétés commerciales. Et donc, ensemble, nous gérons les quotidiens, n'est-ce pas, de l'approvisionnement, nous gérons les quotidiens de structure des prix des produits de première nécessité. Ce qui fait que les opérateurs économiques étaient interpellés à la hausse de manière intempestive, convulsive de prix des produits de première nécessité pendant la période de la Covid-19, mais aussi pendant la période des fêtes. Pourquoi? Parce que le gouvernement avait déployé des efforts considérables de maîtriser le cadre macroéconomique. Tous les agrégats macroéconomiques, du moins plus ou moins, étaient plus ou moins stables. On parle du taux d'échange, du taux d'inflation. Tous les agrégats macroéconomiques étaient plus ou moins stables. Donc, il n'y avait pas de raison, surtout que c'est une économie extravertie et que l'élément perturbateur généralement c'est le taux d'échange. Et comme les taux d'échange étaient plus ou moins stables, nous n'avons pas de raison de l'autre côté de voir les opérateurs économiques augmenter les prix de manière intempestive. Donc nous avons interpellé les opérateurs économiques et dans ces comités de suivi nous avons un cadre permanent, ce qui a permis à ce que le dialogue reste permanent et les opérateurs économiques ont accompagné les gouvernements quant à ce. Mais évidemment il y a toujours des dérapages, c'est pourquoi nous sommes toujours aguerris avec les inspecteurs du ministère de l'économie. Chaque fois qu'il y a des dérapages sur la structure des prix ou sur la flambée des prix d'un produit ou d'un autre, nous sommes toujours derrière les opérateurs économiques pour des sanctions idoines. C'est-à-dire qu'au ministère de l'économie que vous avez piloté, tout n'était que rose, quoi. Non, tout n'était pas rose. Justement, je suis en train de vous expliquer les difficultés que nous avons eues dans le fonctionnement, les difficultés que nous avons eues. Vous les avez résolues. Évidemment, c'est ça la gestion. La gestion, c'est prévoir. La gestion, c'est se mettre face à des difficultés et trouver, évidemment, des alternatives, des solutions. La gestion, c'est tout ça. Nous avons eu des difficultés, mais au-delà des difficultés, nous avons su relever la tête et donner des solutions, autant que faire se peut à ce peuple qui avait besoin, évidemment, de solutions et non pas de nos problèmes. Une question qui fâche. Vous me direz peut-être qu'elle est ridicule, mais vous auriez déjà, semble-t-il, des milliards en banque après une année et quelques mois au ministère de l'économie. Non, mais ça c'est moi j'appelle ça de ragot des bas étages. Hein. Il ne faudrait pas se prêter à ce genre de commérage parce que ça ce sont des distractions pures et simples. Nous on ne peut pas être distrait par ce genre de choses. On est focus à servir le peuple, on est focus à
implémenter de manière sans faille la vision du chef de l'État qui se cristallise par le mot que nous connaissons tous, le peuple d'abord. Tous ces autres détails-là, ce sont vraiment comme on dit, des commérages qui ne peuvent pas évidemment nous distraire dans la vision et dans le cap que nous avons déjà pris. On va vers la fin, madame, mais quand on voit le budget d'un pays comme le nôtre, madame, c'est quand même scandaleux. On a l'impression que les collecteurs d'impôts, je les appelle comme ça, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, seraient plus riches que le Congo. 4 milliards, 5 milliards, on tourne autour des chiffres ridicules, alors qu'il y a des pays moins nantis qui ont quand même des budgets plus ou moins respectables. Ce n'est pas une fierté. C'est la corruption qui est de la base. Absolument, ce n'est pas une fierté d'avoir un tel budget, un budget assez... Mais le budget doit suivre avec des politiques efficaces, parce qu'il ne suffit pas de mettre du chiffre, il faut également suivre avec des politiques, des réformes efficaces. Il faut mettre en place des réformes fiscales, il faut mettre en place des réformes qui puissent finalement stimuler le budget de l'État. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est que dans la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, c'est une vision qui est centrée sur l'instauration d'un État des droits, un État qui est basé sur l'équité, un État qui est basé sur la justice. Et dans cet État, nous prenons la bonne gouvernance, nous bannissons la corruption, le coulage de recettes, tout ça. Donc, il faut changer des visions, changer des caps, changer des paradigmes. Voilà pourquoi le président de la République, chef de l'État, a pris les taureaux par les cornes pour finalement mettre en place, n'est-ce pas, un gouvernement qui puisse apporter des solutions aux attentes de la population. Je ne vais pas trop bousculer, Madame la Ministre. Dernier mot, que retenez-vous de votre passage ici au ministère de l'économie ? Au ministère de l'économie nationale, beaucoup de choses. Premièrement, la redynamisation du comité de suivi des produits de première nécessité, l'amélioration des conditions de travail de l'administration de l'économie nationale, également la maîtrise des prix de produits de première nécessité pendant la période la plus difficile de la pandémie de la Covid-19, pendant que tout le monde prophétisait l'hécatombe dans ce pays. Retenez de moi la ministre qui a maîtrisé les prix de produits pétroliers, malgré la fluctuation à la hausse du taux d'échange. Et puis que pour la première fois au ministère de l'économie nationale, nous avons, depuis l'histoire de manque à gagner, nous avons su baisser la dette qu'avait accumulée l'État dans les secteurs pétroliers de plus de 70 millions de dollars. Lorsque nous sommes entrés en fonction, nous avons trouvé une dette de plus de 200 millions de dollars. Et actuellement, en décembre 2020, dans le croisement des créances, nous avons baissé la dette de 70 millions de dollars sans que le gouvernement ne puisse débourser $1. Et ça, c'est par des mécanismes mis en place par le ministère de l'économie nationale dans la mutualisation de volumes qui ont fait en sorte que nous avons augmenté les volumes de mise en consommation et l'État a su gagner, ce qui fait que nous avons pu capitaliser ces manques à gagner pour le compte de l'État et par ricochet, nous avons pu baisser de manière drastique la dette de l'État de plus de 70 millions de dollars. Ça, c'est un élément très important. Généralement, c'est la partie invisible de l'iceberg. Ça ne se voit pas, mais c'est le travail technique, le travail des titans que nous avons su mettre en place au ministère de l'économie pour avoir ces résultats. Dans la Société nationale des hydrocarbures, Sonaïdroc, nous avons subventionné cette société qui était au bord de la ruine. Nous avons relevé le défi de voir cette société briller encore comme à l'époque. Et retenez de moi également la ministre qui a su réguler de manière efficiente l'approvisionnement national pendant la période la plus difficile de la Covid-19 où tout le monde prophétisait l'hécatombe sur le plan économique, sur l'approvisionnement national. Nous avons géré l'approvisionnement national pendant un moment très difficile et pendant la période de fin d'année, les Congolais ont su entrer en possession de leurs droits. Donc nous avons su donner aux Congolais le meilleur de nous-mêmes et il n'y avait pas une rupture de stock, il n'y avait pas une rupture dans l'approvisionnement national des produits de première nécessité sur toute l'étendue du territoire national. Retenez de moi comme une ministre de terrain, celle qui va vers la population pour cerner les problèmes de la population, écouter le peuple, finalement revenir pour mettre en place des politiques efficaces et idoines face justement à la problématique de la population. Je pense que les défis restent énormes à accomplir encore dans ce ministère parce que les défis aujourd'hui pour moi,
c'est les défis du petit commerce, c'est les défis du commerce en détail, parce qu'il y a beaucoup de chevauchements et beaucoup de contradictions entre la loi et le décret qui a été publié par l'ancien Premier ministre ainsi que les ministres précédents. Il y a eu beaucoup de cacophonie, beaucoup de distorsions. De chevauchement. Voilà, des chevauchements entre le décret, la loi ainsi que les arrêtés. Pour moi, c'est un défi énorme qu'il faudrait maintenant relever au sein du ministère de l'économie. Mais aussi, il faut retenir de moi la redynamisation du COMCO, Commission nationale de la concurrence, qui est un organe technique du ministère de l'économie qui permet à ce que l'on puisse réguler les antivaleurs anticoncurrentielles dans le marché intérieur. Vous avez dit que ça puisse briller comme avant, donc il n'y avait pas que du mauvais, hein? Non, quand je parlais de Sonaidroc, c'est-à-dire que c'est une société qui était à bord de la ruine. Et ça devait, nous avons juste fourni des efforts pour redynamiser cette société, pour qu'il redevienne une société commerciale compétitive, comme les autres sociétés privées qui sont sur place dans notre pays. Madame, je m'en voudrais de ne pas poser cette dernière question. Vous avez souffert de la Covid en tant qu'une personne, une autorité qui a souffert de cette pandémie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos compatriotes afin qu'ils puissent éviter? Oui, la maladie existe, parce que j'ai été également victime de cette maladie. J'étais parmi les premières personnes à avoir été contaminée par cette maladie terrible. Je voudrais que la population sache que cette maladie existe et qu'il faudrait que nous puissions respecter les mesures barrières. C'est-à-dire le port du masque doit rester obligatoire, la distanciation sociale doit être respectée, le lavage des mains doit être prioritaire. Donc nous devons rester sur nos gardes parce que cette maladie n'est pas encore éradiquée. Il n'y a aucun vaccin crédible à l'heure actuelle. Donc il faudrait que la population garde soigneusement et sérieusement les mesures barrières pour que les autres ne souffrent pas comme nous avons souffert. C'est une maladie qui existe. Moi, j'ai été guérie par la grâce des dieux, mais c'est pourquoi quand j'ai été guérie, finalement, je fais une campagne de sensibilisation pour dire à la population que cette maladie ne prend pas que les autres, ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est pour tout le monde. Donc il faudrait se protéger, respecter scrupuleusement les mesures barrières pour que cette pandémie soit éradiquée très rapidement dans notre pays. Il n'y a pas encore de vaccin crédible en République démocratique du Congo, c'est ce que vous vouliez dire? Bon, je ne me prête pas à cela, le ministre de la Santé est bien outillé pour ça. Par contre, jusque-là, on ne nous a pas encore présenté un vaccin à la population, donc nous attendons tous. S'il y a un vaccin crédible qui peut éradiquer cette maladie, je pense que ce serait le bienvenu au pays. Donc là, il faut attendre les autorités sanitaires pour qu'ils donnent le mot. Madame, je vous remercie. Je vous remercie aussi. Merci.